Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble pour commenter l'actualité. On va parler donc de nouvelles annonces du gouvernement, annonces qui seront suivies ou pas des faits, mais en tout cas sont des annonces. Gabriel Attal promet des mesures extrêmement fortes contre les violences entre jeunes. On est content. Comme l'a dit, je crois que c'est je sais plus quel ministre, on oublie les noms, qui parle de responsabilité en responsabilité. Ça commence bien. C'est ce que bien fait de venir. Voilà, vous avez bien fait de venir, Patrick Vignal. Le gouvernement qui veut lever le tabou du licenciement des fonctionnaires. Bref, plein de sujets avec vous, avec Patrick Vignal. Bonjour, on est ravis de vous accueillir. Député Renaissance de l'Hérault, Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, Jean-Claude Beaujour, avocat, président du Forum transatlantique, et Régis de Castelnau, avocat. Votre livre Une justice politique est paru aux éditions L'Artilleur et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Bonjour à tous. Beaucoup de sujets, beaucoup de choses que vous souhaitez aborder, en plus des sujets dans vos coups de cœur et vos coups de gueule qui méritent des développements. Peut-être qu'on va commencer avec Jean-Claude Beaujour, c'est dans l'actualité. Il y a un petit peu de choses dans l'actualité puisque j'ai beaucoup entendu parler de crimes d'honneur depuis quelques jours, un peu pour excuser. Alors j'ai éprouvé le besoin en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'avocat, de rappeler que ce qu'on appelle ou ce qu'on veut parfois appeler des crimes d'honneur, qui sont une forme d'excuse, sont des meurtres commis le plus souvent par des hommes contre les femmes. Et je dois dire que ça a d'autant plus d'importance que c'est un phénomène qu'il ne faut pas marginaliser. Il y a une ONG qui fait un travail pas mal sur ce sujet, c'est Surgir, une ONG suisse, qui a rapporté qu'il y a chaque année environ 20 000 femmes qui meurent dont la justification serait le crime d'honneur. 20 000 femmes dans le monde, évidemment. Il y a un gros bataillon au Pakistan. 82% des femmes emprisonnées le seraient pour avoir été violées. Donc on est tué parce que on a eu le malheur d'être violé. Donc oui, ce sont des crimes qui ne sont pas excusables et c'est l'occasion de rappeler que nous avons en République des règles qui font que si on n'est pas d'accord, si on se sent offensé, si on a le sentiment qu'il y a eu atteinte à son honneur, eh bien il y a des tribunaux pour cela. Alors au-delà de ce qui s'est passé, c'est vraiment l'occasion de dire que oui, nous devons apprendre à certains que nous sommes un état de droit et qu'on ne fait pas justice soi-même, à supposer même qu'on se sente offensé, ce qui n'est pas le cas parce que les femmes ne sont pas la propriété des hommes. Voilà, je tenais à le rappeler, mais je sais que ça fait débat et il fallait que ce soit dit. D'ailleurs, l'excuse, le fameux crime passionnel qu'on a connu, qui était un peu la même chose, n'existe plus en droit français. Je le rappelle, c'est pas Régis de Castelnau qui me démentira, n'existe plus en droit français. Oui, mais ce que vous dénoncez, c'est quoi? C'est l'expression crime d'honneur? Oui, parce que je pense qu'il faut rappeler, c'est l'occasion. C'est nommer les choses. Quand un homme tue une femme parce qu'il a déshonoré sa famille, Valérie, ça s'appelle un crime d'honneur. Valérie, pardonnez-moi, c'est là où je reviens. Ça n'est pas un crime d'honneur. Oui, de déshonneur. Non, mais je suis d'accord. C'est un assassinat. C'est un assassinat. Mais sauf que quand vous dites crime d'honneur, ça montre bien la connotation religieuse. Non, mais ce sont ceux qui disent crime d'honneur. Non, oui, mais crime d'honneur peut aussi stigmatiser, enfin, j'aime pas stigmatiser, mais peut aussi désigner une pratique barbare. Ah oui, non, mais c'est ce que je dis. C'est purement, évidemment, montrer c'est purement la décadence et la barbarie de ça. Ce qu'il faut bien, pour le cas où je n'aurais pas été très clair, ce qu'il faut bien comprendre, moi je dis, arrêtons de tourner autour du pot, il faut savoir appeler les choses telles qu'elles sont, c'est un crime, parce que quand on rajoute d'honneur, il y a une forme d'excuse derrière. Et donc c'est un crime, il faut dire aux gens que ce sont des assassins, point. Oui, Régis ? Alors, Jean-Claude m'a interpellé, il a eu raison, parce que je le trouve finalement, mais c'est pas une surprise, je le trouve assez modéré dans ses formulations. Pas sur le fond, Jean-Claude, mais à la fin, il vient de le dire, ce sont des assassinats. C'est tout à fait insupportable. Et qu'on parle de crime d'honneur, je le rejoins complètement, mais ça suffit. Alors, c'est moins un problème religieux qu'un problème culturel. C'est clairement ça, mais enfin, je veux dire que on avance ça comme une explication. Oui, alors, je vais pas reprendre ce que disait Manuel Valls, disant si on explique, c'est qu'on commence à excuser. Non.
il faut arrêter maintenant avec ce genre de choses. C'est tout à fait intolérable. C'est comme dans d'autres, et là aussi je crois que c'est culturel plus que religieux, l'excision. Il y a tout un tas de pratiques comme ça liées effectivement à une transformation de notre société, par l'apport de l'immigration. Stop, il faut être extrêmement ferme sur les principes. Et moi, concernant ça, y compris dans les formulations, je suis pour que on soit très très net. Non, stop, le crime d'honneur est toujours un assassinat, et ceux qui l'avancent comme ça en font finalement quelque part l'apologie. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord du tout avec vous. Je trouve qu'au contraire, c'est montrer la barbarie de ce que sont ces crimes d'honneur. Il faut tout simplement utiliser des guillemets en l'occurrence. Parce que crime d'honneur, c'est une pratique. Ça s'apparente à un crime d'honneur. Qui est malheureusement, et que l'on doit condamner, qui est une pratique qui est courante dans un certain nombre d'aires culturelles. Et je rejoins ce que dit Régis. C'est d'ailleurs très souvent antérieur à l'instauration de l'islam, en l'occurrence. Les anthropologues et les ethnologues vous l'expliqueront. Mais ensuite, bien évidemment, c'est perpétué. Mais en fait, la réalité, c'est que c'est vrai. Je veux dire, en droit, clairement, c'est un crime et rien d'autre qu'un assassinat et un meurtre en bonne et due forme. Je ne veux pas monopoliser, mais juste un point. En disant crime d'honneur, je vais vous dire, lors d'une audience ou d'une plaidoirie, ça consiste finalement devant les juges à excuser, à minorer. Et par exemple, le fait que ce soit un assassinat au sens plein du terme, cela veut dire de facto qu'il y a préméditation, et c'est pas le même prix. Alors que quand on dit crime d'honneur, etc. Moi, je le ressens pas comme ça. Moi, j'ai pas l'impression. Enfin, la notion de crime d'honneur n'a pas été utilisée médiatiquement pour absoudre ceux qui commettent ce type d'acte. Moi, je pense que c'est surtout une maladresse, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'on va puiser dans un registre sémantique, qui est un registre sémantique, encore une fois, qui est utilisé parfois dans un certain nombre d'aires culturelles, pour essayer de qualifier, je veux dire, tout simplement un délit et un assassinat purement et simplement. Mais j'ai pas eu le sentiment que dans tous les débats qu'on a eus ces derniers jours, que on ait utilisé cette expression pour finalement, d'une certaine manière, relativiser ce qui s'était passé. Pas du tout. Mais pour la communauté nationale et pour ceux qui ne sont pas habitués, il faut aussi leur dire que pour nous, ça n'existe pas. Ce sont des assassinats. Comme dit Cam, oui. Oui, alors. L'exemple de Viry-Châtillon. Oui. Où le gamin de 15 ans est lynché parce que la famille estime qu'il a eu sur WhatsApp un échange avec une des sœurs et qu'il a déshonoré la famille. C'est ça. Ça veut dire que ces salopards qui ont achevé ce jeune, ils se réfugient en disant on défend l'honneur de notre famille, notre culture, notre religion. Mais moi, mon coup de gueule, il vous rejoint. Hier, j'ai eu un appel d'une gamine, 27 ans, en couple, frappée par son compagnon. Elle pose plainte dans une gendarmerie. D'accord ? Dans l'Hérault. Elle part du domicile, on a un bébé de 14 mois avec des suspicions d'un bébé secoué. Elle va demander, je ne vais pas les citer, à des forces de police de revenir là où habite son compagnon qui l'a agressé pour récupérer des affaires de son fils et de ses affaires à elle parce qu'elle a peur d'y aller toute seule. La réponse des forces de police, on n'est pas là pour ça. Voilà Valérie, dans le monde où on est en ce moment, c'est du chacun pour soi ou sauve qui peut. Et ça, je suis désolé, ça me met plus qu'en colère. Voilà, on ne fait plus société ensemble. Vraiment, ce terme de dire c'est chacun pour soi, c'est pour la classe politique, c'est pour tout le monde. On ne fait plus nation en ce moment. Et on joue plus collectif. Sans compter que très souvent, vous avez des maris ou des compagnons violents qui sont mis en garde à vue, qui sortent de garde à vue, et c'est le cas la plupart du temps, et qui se retrouvent au domicile de leur conjointe. Donc, on voit bien que là, on a un vrai sujet. C'est-à-dire qu'en fait, je veux dire, les conjoints violents doivent être absolument éloignés du domicile conjugal. Enfin, ça me paraît la mesure de protection minimale et élémentaire qu'on doit pouvoir tout de suite mettre en œuvre. Ça veut dire, le problème, c'est qu'on ne le fait pas. Oui, mais ça veut dire, cher monsieur, que, et c'est le cas peut-être dans certaines communes, en tout cas chez moi, où il faut qu'il y ait des logements d'urgence. Voilà, je sais bien. Voilà. Et ça veut dire aussi que, en fait, écoutez, je vais vous le dire, je vais peser mes mots. Nous, les adultes, surtout les hommes, on est lâches envers les femmes et les enfants.
et je le vois tous les jours. C'est-à-dire, en fait, les violences faites aux femmes, et même si le garde des Sceaux a augmenté son budget, on part de très loin. Ça suffit l'impunité. Quelqu'un qui touche une femme aujourd'hui, il doit payer. Et c'est lui qui doit être éloigné du domicile. Mais c'est vrai que pour la femme qui se retrouve avec 3 gosses, qui n'a pas de job, c'est compliqué. Donc on ne va pas régler ça d'un coup de baguette magique, mais là, il faut de la fermeté. Sauf que ça fait quand même des années qu'on le dit. Bien sûr. Oui, vous avez raison. On marque une pause et on se retrouve dans un instant avec vous. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Leclerc, bonjour. Oui, bonjour, je suis tomatologue et je vous propose une dégustation à l'aveugle. On vous écoute. Alors, parfum fruité, chair pulpeuse, je goûte, hein. Ce sont de délicieuses tomates rondes en grappe française. Vous êtes passé chez Leclerc. Car du 9 au 13 avril, le kilo de tomates rondes en grappe Origine France est à seulement 2,19 €. Ah bah ça je sais, quand j'achète j'ouvre l'œil. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie extra, modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous commentons l'actualité avec Régis de Castelnau. Vous êtes avocat, vous avez publié Une justice politique aux éditions L'Artilleur et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Patrick Vignal, député Renaissance de l'Hérault. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Votre dernier livre, Chaos, essai sur les imaginaires des peuples, livre d'entretien avec Stéphane Rosès, paru aux éditions du Cerf, et Jean-Claude Beaujour, avocat, président du Forum transatlantique. On va parler du tabou des licenciements des fonctionnaires que le gouvernement veut lever, de Gabriel Attal qui promet des mesures fortes contre les violences entre jeunes. Oui, eh bien on va voir ce qui va être annoncé. Et puis la loi sur la fin de vie, beaucoup de sujets. Nous ricanions. Alors vous êtes à distance, cher Régis, mais nous allons vous faire participer à notre ricanement. C'est notre camarade Sophie de Menton qui a publié ce tweet quand même minable de faire une faute d'orthographe sur le TGV, effectivement. Très fier, une délégation pose devant, inscrit sur le TGV, merci de nous avoir choisi I pour émettre ensemble moins de CO2. C'était en énorme, en vert, et on se demandait comment tout cela était possible. Et là, nous sommes partis dans une litanie d'absurdité et de défaillance de c'est pas de ma faute, c'est pas, il y a personne de responsable. Mais comment on peut en arriver là? C'est-à-dire comment ils sont 10 à poser devant le TGV et personne se rend compte qu'il y a une faute d'orthographe. Il y a quand même une direction de la communication, j'imagine, il doit y avoir bien quelqu'un qui doit quand même vérifier le contenu des messages. Il me semble que la SNCF a encore les moyens de se payer un jeune normalien pour pouvoir relire. Il n'y a même pas besoin d'un normalien pour cette phrase. Au pire des cas. Non mais je dis justement au pire des cas. Non mais cela veut dire que nous avons en France des ressources, parce qu'on oublie aussi, nous avons en France des ressources, donc c'est d'autant moins excusable que nous avons ce qu'il faut. Ouais. Peut-être un correcteur d'orthographe tout simplement. Ça existe. Peut-être qu'ils sont passés par là. Régis, ça vous... Alors oui, je vais répondre à ça juste avant, à propos de la défaillance des services de police qui refusent d'accompagner. C'est inadmissible. La responsabilité, elle est là. Parce que la police, elle est là pour réprimer, a posteriori, quand les infractions ont été effectuées, mais elle est là aussi pour les prévenir. Ben oui. Enfin, c'est extraordinaire. Ouais, et donc, ils sont sous la responsabilité du préfet pour la prévention de l'ordre public, et ils sont sous la responsabilité du procureur, parce que, moi, je suis tout à fait désolé, ça s'apparente à de la non-assistance à personne en danger. Absolument. Donc, une petite virée dans la gendarmerie ou le commissariat pour demander des explications serait la bienvenue. Je vous rassure, ça sera fait dès demain matin. Oui. Mais après, ils vous répondent qu'ils ont pas le temps. Oui, mais vous savez, Régis, le problème, c'est parce que je suis parlementaire, j'aurais été un lambda moyen, je n'aurais pas pu influer, donc ça se fera, mais je suis d'accord avec vous, et je pèse mes mots. Je pense que la relation qu'on a avec les femmes, une femme tous les 3 jours meurt sous les coups du compagnon, 160 000 gamins sont victimes de violences sexuelles, et ça suffit que la classe adulte soit pas capable de prendre des décisions fortes. Voilà mon débat. Alors, sur l'orthographe, sur l'orthographe, malheureusement, je pense que c'est le fruit de la catastrophe éducative. Alors, il y a 2 choses. Il y a d'abord, on maîtrise plus l'orthographe, y compris qu'il y a une vision politique en disant que, en fait, le respect de la syntaxe, c'est un outil de domination de la bourgeoisie. Bon, très bien, je ne le pense pas, mais bon. Il y a également, la désinvolture, quoi, vis-à-vis, on considère que c'est pas grave. Quiconque circule sur les réseaux sociaux
y compris à un certain niveau, bien sûr. voient des horreurs qui piquent les yeux. La concordance des temps, c'est-à-dire le participe passé, l'infinitif, tout ça est mélangé, on s'en fiche, on met des accents aigus partout. Je veux dire, ça devient un naufrage, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'elle a raison, Sophie. Elle a raison. Alors j'allais dire, est-ce que ce serait pas un nous de majesté, si vous voulez, qui fait que on ne choisit, on ne met pas au pluriel, on ne met pas de S parce que celui qui dit ça, nous, est un individu. Non. Oui, c'est une plaisanterie. Non, attendez. Ils ont appris le verbe avoir et ils n'ont pas appris toute la règle au contraire en se disant comme il y a le verbe avoir, ça s'accorde pas. Oui, voilà, c'est ça. Juste une précision complémentaire et je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il faut savoir qu'avec les réseaux sociaux, les tweets, tout ce qu'on doit faire dans la rapidité, l'urgence, etc., il y a une part aussi d'explication. Je voudrais juste rappeler qu'il y a eu, je crois, c'était avant-hier, qu'il y avait eu le Conseil national du livre et c'est vrai que nous lisons de moins en moins. Alors, pas plus personne parce que nous lisons de moins en moins et c'est peut-être aussi tout un ensemble. Je suis d'accord sur la politique éducative, mais le rapport au livre, le rapport à la lecture que nous abandonnons et surtout avec les nouvelles générations, on voit que les enfants passent un temps considérable sur les tablettes, de moins en moins de livres, de moins en moins de lectures et donc ça donne aussi tout cela, ça donne ce résultat. Arnaud ? Juste un point. L'effondrement, moi qui corrige pas mal de copies, je peux vous dire que l'effondrement de la syntaxe et de l'orthographe ne date pas des réseaux sociaux. Non, et là, je partage ce que vient de dire Régis, c'est un phénomène qui a déjà au moins 30 ans. Je disais que ça s'est accéléré. C'est évident. Il y a un phénomène aussi très intéressant, vous remarquez, il y a des tas de temps que l'on n'utilise plus à l'écrit, le passé simple, je parle même pas des imparfaits du subjonctif, mais ça dit quelque chose sur l'appauvrissement finalement de la langue, enfin de la langue, pas de la langue, l'appauvrissement des usagers de la langue, et ça a bien évidemment un impact aussi sur la capacité dont nous sommes en mesure de penser un certain nombre de choses. Et ça, je crois que c'est qu'en effet... Arnaud, si vous dites vous fûtes, vous verrez tout de suite qu'on vous traitera de vieux ragas. Complètement. Mais absolument. Vous savez que... Alors que ça introduit des nuances extraordinaires. Mais évidemment. Ça introduit la nuance, bien sûr. Vous savez qu'il y a des gamines de 2 ans qui passent déjà 1 heure devant les réseaux sociaux. Il n'y a que 20% devant les écrans, de nos jeunes... à mon avis. Parce que les réseaux, c'est difficile pour eux. Il n'y a que 20% de jeunes qui lisent et les ados 14-16 ans, 7 heures par jour devant les écrans. Bien sûr, donc vous comprenez que ça n'aide pas et ça accentue la relation à l'écriture. Moi, j'imagine que Régis vit aussi la même chose. Et il nous arrive dans des dossiers, quand on voit comment un certain nombre de responsables écrivent, on se dit, mais est-ce qu'ils ont eu ne serait-ce que le réflexe d'aller chercher le sens du mot employé, de la définition, parce qu'il y a des nuances dans une langue. Un mot veut dire quelque chose, un mot a du sens. Et quand vous faites cela, on vous dit avec un peu de prétention, oui, mais vous jouez sur les mots, évidemment, vous tentez de vous en sortir en jouant sur les mots. Non, voyez, les mots ont un sens et il faut aller dans le dictionnaire et justement peut-être utiliser Google et aller sur le dictionnaire, regarder le sens des mots, les synonymes, etc. Là, sur le TGV, c'est-à-dire on est d'accord. C'est un tout, c'est vraiment de la communication. Il y a quand même il y a pléthore d'étapes. Pardon d'employer un mot compliqué, mais Valérie, il faut communiquer vite. Il faut vite être très rapidement. Et Valérie, regardez les messages sur des chaînes d'infos. C'est bourré de fautes aussi. Ah oui, alors là, les stagiaires. Non mais Valérie, si Régis est d'accord, mais tous les jours, moi je me pose la question. Je me dis, mais c'est moi qui ne sais plus parler français. C'est des chaînes d'infos quand même qui sont vérifiées. On finit par se poser des questions. C'est extraordinaire. On finit par se poser des questions. Tout à fait. Une chose. Concernant, c'est une catastrophe collective. La direction de la SNCF se retrouve avec un sommet de ridicule. Il y a eu personne pour dire on peut pas afficher ça. Tout le monde l'a fait. Non, mais ils posent en plus fièrement. Allez voir le tweet de Sophie de Menton, ils posent tous très fièrement devant. On va passer à vous, Arnaud. C'est un coup de gueule. Ah oui, alors c'est un coup de gueule. On va le faire après la pub, comme ça vous aurez le temps de développer. Bien, voilà. C'est un suspense, un coup de gueule. Ça va passer, on va parler QR code. Attention, à tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On est ensemble avec vous pour commenter l'actualité et donc nous en étions à votre coup de gueule, Arnaud Benedetti. Alors mon coup de gueule, je vais faire mon Gaulois réfractaire ou plutôt mon Parisien réfractaire, c'est les annonces du ministre de l'Intérieur hier
qui, en ce qui concerne les Jeux Olympiques, a annoncé qu'un certain nombre de Parisiens devront disposer d'un QR code pour pouvoir accéder à leur domicile, ou en tout cas dans leur quartier. Alors moi, ça me surprend parce que pour plusieurs raisons. D'abord, première raison, c'est qu'il y a quelques mois, le préfet de police lui-même avait fait cette annonce. Il était revenu sur cette annonce, il l'avait démenti, et aujourd'hui, à peu près 3 mois du démarrage de l'événement, on nous dit que un certain nombre de Parisiens sur une zone qui va, alors je parle pour les auditeurs aussi de province, qui va de Bercy, c'est-à-dire de l'Est jusqu'au Trocadéro, jusqu'à l'Ouest. Donc les habitants de ces quartiers devront encore disposer d'un sésame pour pouvoir avoir accès à leur domicile. Alors en plus, le ministre de l'Intérieur nous dit que c'est 20 000 personnes. Moi, ça se touche bien plus que 20 000 personnes. Je rappellerai que ne serait-ce que sur le premier arrondissement, il y a déjà 15 000 habitants. Alors je sais qu'on sera en été, que beaucoup de Parisiens vont fuir la capitale en raison des Jeux Olympiques, mais ça fera, à mon sens, beaucoup plus que 20 000 personnes qui seront quand même contraints dans leur déplacement et dans leur liberté de circulation durant ces événements. Ensuite, moi, si vous voulez, ce qui me surprend, c'est que je comprends qu'il y ait des impératifs de sécurité qui sont évidents. On sait très bien qu'il y a une tension qui pèse aujourd'hui sur la France, qui est un pays particulièrement visé. Mais enfin, les Jeux Olympiques, on les prépare quand même maintenant depuis une dizaine d'années, facilement. Donc, qu'on prenne ces décisions qui quand même posent des problèmes, moi je pense aussi en termes de liberté publique, qu'on le veuille ou non, qu'on prenne ces décisions et qu'on les annonce 3 mois avant la tenue de l'événement, je trouve que ça fait preuve d'une forme d'impréparation et d'improvisation qui est peu acceptable. Et ensuite, en effet, pour les gens qui vont rester à Paris, moi je peux vous dire, je connais des jeunes qui vont rester à Paris, ne serait-ce que pour travailler durant l'été, pour eux, je veux dire, c'est pas quelque chose de très agréable de devoir présenter un laissez-passer pour rentrer chez eux ou pour quitter le quartier où ils sont. Donc, et on a organisé des Jeux Olympiques dans le monde depuis plus d'un siècle, et même des pays totalitaires, voire très autoritaires, n'ont pas procédé à ce type de mesures pour sécuriser les lieux. Donc je pense qu'il y a quand même un vrai sujet et un vrai problème avec cette annonce. Alors, peut-être, je partage, mais peut-être à la décharge du gouvernement français, peut-être qu'il n'y avait pas, je pense aux Jeux de Pékin et à bien d'autres jeux, à Sydney, etc., qu'il y avait peut-être moins de pression dessus en matière de sécurité, etc. Moi, là où je m'interroge, parce que qu'on doive demander un QR code 3 mois avant et qu'on soit obligé de le présenter, allez, dont acte. Mais le problème, c'est que lorsque vous serez obligé de vous déplacer à la dernière minute, vous avez un appel, vous avez un besoin, etc. Ça sera mais oui, c'est cela. Et je vais même vous dire j'ai recommandé tout simplement au sein de mon cabinet qu'on prenne des dispositions pour se déplacer le moins possible, que les collaborateurs, le personnel se déplacent le moins possible pendant les Jeux, voire qu'on annule certains rendez-vous ou qu'on déplace les audiences. Non, puis il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a des gens qui travaillent, mais qui travaillent y compris en été. Donc on peut besoin de pouvoir se déplacer. Qu'on peut le faire quand qu'on peut faire du télétravail. Donc ça, je reconnais. Mais pour ceux qui ne peuvent pas faire du télétravail, et qui devront à la dernière minute, quand vous avez un parent âgé, quand vous avez quelqu'un à voir, oui, ça posera un vrai sujet. Régis, le QR code. Alors, premièrement, moi, ça me pose un gros problème, les Jeux Olympiques. Je vais rester dans ma grotte. Mais oui, parce que ma descendance, qui est relativement nombreuse, et puis si je compte les pièces rapportées, je vous dis pas, on va tourner autour de 20. On va gagner les Jeux alors. Mais non, tout le monde s'enfuit de Paris, tout le monde fout le camp. Oh là là, les entreprises. Les entreprises mettent leurs salariés en télétravail, et le problème, c'est que je vais pas pouvoir loger tout le monde, moi. Comment je vais faire? Donc là, c'est pour l'instant, je suis en train de remplir des cases. J'ai fait un tableau Excel pour savoir comment ils allaient venir ici. Non, je plaisante, bien sûr. Ah non, mais tout le monde fout le camp, c'est clair, s'enfuit. Moi, je suis quand même, d'abord, ce que sont devenus les Jeux Olympiques, malheureusement, c'est une espèce d'énorme foire difficilement gérable. Je rappelle que Paris était la seule candidate, lorsqu'elle a été retenue, et que pour les suivants, ce sera Los Angeles, seul candidat, parce que plus personne ne s'y intéresse vraiment. Et puis, je m'interroge sur la façon dont ça a été organisé. Même conçu. Pourquoi cette concentration au cœur de Paris? Parce que j'ai vu la zone, la no-go zone. Mais enfin, voyons. Alors, il y a déjà, bien évidemment, la cérémonie d'ouverture qui est démente.
Donc voilà, non, je pense que les QR codes, ça va être compliqué. Vous allez défendre, on est des réboussiers, les Français, quand même. On regardera ce que ça veut dire. Enfin, d'abord, Paris est la ville la plus belle du monde. C'est un gars de Montpellier, un provincial, qui vous le dit. Enfin, quand même, ça s'abîme. Montpellier, c'est pas mal non plus. Ça fait 30 ans que je vis à Paris, je peux vous dire que ça s'abîme. Vous avez une très belle ville, chers amis. Même si Montpellier est aussi la deuxième ville la plus belle du monde. Je pense à mes électeurs pour la prochaine fois. Non, je plaisante. Mais très sérieusement, franchement, les Jeux, quand même, c'est la célébration collective. On a nos jeunes athlètes, femmes et hommes, qui se préparent depuis 4 ans. Ils peuvent aller ailleurs. Ça peut se faire ailleurs. Ouais, mais quand même, franchement, je pense quand même qu'il faut qu'on ait un peu envie d'avoir une France debout. Quant au QR code, moi je sais pas. Moi je sais juste qu'on a une menace terroriste de plus en plus compliquée. On a une guerre Israël-Hamas. On a la guerre en Ukraine. Enfin, franchement, moi je vois bien sur mes territoires, les gens sont tendus. Donc, est-ce que le QR code peut être la meilleure façon de contrôler qui rentre et qui sort? On a voulu une belle cérémonie sur la scène, avec des millions de gens. C'est les pouvoirs publics de l'époque qui l'ont voulu. Vous avez raison, on aurait pu faire ça. On n'a pas demandé aux Parisiens leur avis. Oui, mais attendez, on aurait pu une cérémonie des JO quand même. C'est une célébration collective mondiale. C'est un défilé d'athlètes, de femmes et des hommes qui se sont surpassés pour préparer des Jeux. On pouvait le faire dans un stade. Hein. Ouais, mais pourquoi pas. Mais on pouvait aussi étonner, on va pas refaire sempiternellement le débat, effectivement, sur tout le monde va s'éclater devant la scène, de voir des millions de gens heureux. Est-ce qu'on pourrait être heureux à un moment donné pendant ces Jeux? Tiens, on va faire la transition avec pas sûr. Non, Valérie, j'ai une question. J'ai une question à propos des équipements, justement, parce que on a inauguré la semaine dernière, ou il y a 10 jours, on a inauguré la piscine avec le malheureux athlète qui a glissé. Bon, il y a eu des fuites, semble-t-il, et je lis partout que cette piscine ne sera pas utilisée, que ce sera une autre installée en urgence à l'Arena de Nanterre, parce que celle-là est pas aux normes, paraît-il. Ce qui est, je sais pas, est-ce que c'est confirmé ça? Je pose la question. Je sais pas. Parce que moi, ce que je sais, c'est qu'effectivement, je crois qu'il faut une jauge de 15 000 spectateurs pour assister pendant la cérémonie. Ce que je sais par contre, c'est que quand vous faites une piscine comme ça, qui est d'ailleurs à énergie positive, elle servira aux Parisiens, aux gens des banlieues après les Jeux. Les Jeux, c'est un investissement de 11 milliards. Et si vous voulez, je pense, cher Régis, que c'est quand même aussi une fierté d'un pays. Donc les équipements que nous faisons, ils serviront après. Quand on a les moyens. Patrick, quand vous voyez ce que sont devenus les équipements des autres capitales, c'est ça. Je pense à la Grèce en particulier, on avait dit on les laissera là tout le temps. Quand vous voyez les équipements des Jeux d'hiver et tout, c'est dramatique. C'est un gaspillage phénoménal. Ouais, on va faire la transition avec votre coup de gueule, Régis, puisqu'un auditeur me dit sous-traitons la gestion des accès des quartiers JO aux trafiquants, ils savent faire. Exactement. Bon, alors, je vais essayer d'être rapide, mais ça va être difficile parce qu'il y a plusieurs symptômes. Il y a eu le trafic de drogue en France est un problème qui est devenu considérable, c'est-à-dire qu'il y a une maîtrise. On n'est pas dans la situation de la Belgique ou des Pays-Bas où la mafia fait pression sur les pouvoirs publics, est extrêmement menaçante. En France, on n'en est pas là. Mais je constate qu'on a fait une très belle séquence à Marseille, Place Nette, etc. On a fait venir énormément de policiers, de CRS. On a Dupond-Moretti a roulé des gros yeux. Moyennant quoi, quelques jours plus tard, tout a repris comme d'habitude. Il y a eu un massacre, un règlement de compte au quartier de la Joliette, qui est un des quartiers les plus chics de Marseille, donc qui montrait bien que c'était pansement sur une jambe de bois. Et puis depuis, on a appris plusieurs choses. Premièrement, il y a la fameuse affaire d'Avalon, où une élue régionale, maire, etc., est en garde à vue pour 70 kilos de hashish. C'est pas mal, je crois que c'est beaucoup. Il y a des lingots. Il y a des lingots aussi, Régis. Oui, des lingots, bien sûr. Enfin, 70 kilos de cannabis à Avalon, c'est pas ordinaire de la vie de plusieurs policiers. On nous dit, elle ne savait pas que dans sa maison, il y avait ses stocks, ses frères, ou je sais plus qui habitent là aussi, sont des trafiquants notoires, déjà condamnés, et hop,
place nette, là, on débarque dans le sommet du système politique français, puisqu'elle est également conseillère régionale et qu'elle avait eu la chance d'être soutenue par le président de la République en personne lors des récentes élections. Il y a ça. Je constate que l'affaire Pellerin, ce député, un de vos confrères, un de vos collègues, qui incitait son fils à consommer de la cocaïne et du hashish, c'est une assistante sociale qui l'avait... Bon, classement sans suite par le parquet, après qu'il y ait eu une violation du secret de l'enquête venue directement de la place Vendôme. Il y a ce brave sénateur qui a essayé de violer, paraît-il, présomption d'innocence, Jean-Claude, a essayé, donc, et il se passe rien, et a dit... non, attendez, j'en viens là. On a un problème de pègre importante, essentiellement maghrébine d'ailleurs, qui contrôle tout ça. Et donc le sénateur qui a dit, enfin je suis désolé, j'ai récupéré de l'ecstasy au Sénat, c'est un de mes copains du Sénat qui me l'a donné. On ne sait pas qui, y a-t-il une enquête là-dessus, rien du tout, mais surtout, et j'arrive à l'incident, vous avez eu une lettre collective des magistrats des GIRS, c'est-à-dire les juridictions interrégionales spécialisées dans la délinquance financière, qui combattent justement le trafic, mais pas les mules, les gens qui disent on n'a plus les moyens. On ne peut plus lutter. Donc eh bien, écoutez, on est en train, on fait des opérations place nette, on fait de belles proclamations, et derrière, ça ne suit pas. Je suis désolé. Il y a un peu ces deux choses en parallèle que vous évoquez, mais on peut y revenir dans un instant sur ce place net. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Opération Place Nette, on en parlait, il y a eu des arrestations. On a compris, Régis, que vous disiez que voilà, il n'y a pas que dans les quartiers que la drogue circule. Les policiers sont assez circonspects, effectivement, sur ces opérations. Moi, je voudrais qu'on parle tout de même de la violence. Gabriel Attal qui promet des mesures extrêmement fortes contre les violences contre les jeunes. Alors, je ne sais pas si c'est un effet de loupe parce qu'on a commencé à parler de ces violences et de ces drames, celui de Samara, celui de ce jeune qui a été tué. Ce matin, on apprend qu'il y a un autre jeune à Romans-sur-Isère, poignardé à mort, un jeune de 15 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des gamins de 15 ans sont tués au couteau. Dans le Grand Est, c'est une adolescente qui a été agressée par 4 mineurs pour non-respect du ramadan. Ça s'est passé lundi. Elle voyageait dans un bus en direction de son collège et elle a été frappée. Ils sont partis. La victime a été légèrement blessée au visage. Elle a posé plainte pour violence en réunion. Donc on voit que elle a 13 ans, l'autre a 15 ans. Samara avait aussi 13 ans. Shamseddine avait lui 14 ans. Il y a quand même une question. On a beau nous dire que la violence n'a pas augmenté, il y a quand même une ultra-violence. Et Patrick Vignal, vous êtes proche des quartiers. Vous êtes un élu au contact des quartiers. Vous le constatez aussi ? Vous savez, moi j'ai fait un tour de France de 200 villes. Villes qu'on appelle les QPV et les villes moyennes. D'abord, le vrai débat, c'est l'urbanisation. Qu'on veuille ou pas, on a fait des ghettos de pauvres et des ghettos de riches. C'est-à-dire que le gamin qui vit dans un quartier, et j'en prends ma part, il a la maison pour tous, la salle de boxe, le terrain de foot dans l'entre-soi. Ça n'excuse pas, que je sois clair, que les violences comme ça, on n'a pas été assez ferme. Et moi, je me réjouis que Gabriel Attal ait tapé un peu plus sur la table. Quand je vois qu'une gamine de 14 ans appelle au viol pour une de ses collègues et qu'elle prend que 2 jours d'exclusion, ça fonctionne pas. Mais si vous voulez, Valérie, j'étais pas très longtemps en quartier Pissevin, je suis allé à Marseille, je suis allé au Minguette à Lyon. Les gamins sont désinhibés pour 2 raisons. Les réseaux sociaux et la deuxième raison, l'argent facile. Vous savez qu'un gamin qui shoot au bas d'un immeuble là, qui attend pour crier à cap quand les policiers viennent, c'est 200 € par jour. D'accord ? Ça veut dire qu'on a une société aujourd'hui qui se bâtit sur l'argent facile, le cannabis, et puis vous imaginez cette aussi, excusez-moi, de teubé. Voilà.
Les gamins de 14 ans, leur rêve, c'est d'être à Dubaï, d'avoir une Ferrari et d'avoir une chérie qui est influenceuse sur les réseaux sociaux. Donc il y a une inculture, cette jeunesse. Donc il faut qu'on tape fort sur ça. Mais qu'est-ce qu'on construit? Vous savez que moi j'ai des mères, des femmes qui me disent: Monsieur Vignal, je ne peux pas gérer mon ado, mettez-le en prison. Donc il y a une défaillance de la société, des habitants des quartiers populaires, une partie qui rêve. La Mosson, c'est 30 000 habitants. La majorité de ces gens, ils rêvent de sortir de ce territoire. Ils rêvent que leur gamin ait un métier. C'est des gens qui bossent, c'est le matin. Et il y a une petite partie aujourd'hui qui est influence sous des barbus. Et je pèse mes mots. C'est pour ça que je me bats avec ma majorité pour qu'on mette des adultes dans les quartiers. Quand il n'y a pas cette force de la famille qui apprend la citoyenneté, la démocratie, il faut qu'on ait des adultes qui soient là pour pallier. L'exemple de Bordeaux, le maire de Bordeaux, il a mis des adultes dans les quartiers. Vous savez que dans des villes, les médiateurs ou les éducateurs de rue mettent les bandes face à face et arrivent à gérer la gestion de conflits. On est dans une société où personne ne sait gérer le conflit, donc c'est action, émotion, et voilà le résultat. Oui, mais comment, enfin Régis, oui, ou alors allez-y. Non, mais ce que dit Monsieur Vignal est juste. Malheureusement, je n'attends rien des déclarations du Premier ministre. Il tape du poing sur la table. Un peu comme si, et vous-même vous venez de dire que cette situation est multifacteur. Elle dure depuis 30-40 ans. Elle est enquistée. C'est pas quel que soit, on peut avoir un peu de tonalité à l'Assemblée en répondant aux questions des députés, ça ne changera rien. Et moi, je ne voudrais pas dire à nos concitoyens qu'on va résoudre le problème en 3 mois, parce qu'après ils diront: vous nous avez menti parce que la situation n'a pas changé. 1, c'est multifacteur parce que vous avez raison, il y a de la pauvreté. 2, parce qu'on a laissé faire. 3, parce que lorsqu'on disait il faut tout arrêter, on vous traitait d'extrémiste. Parce que là encore, moi j'ai entendu un peu ce qui se dit depuis ce matin. On dit tel parti se droitise ou se gauchise. En fait, on parle de quoi? Lorsque vous voulez prendre une mesure qui soit une mesure sévère, parce qu'on parle de sévérité, on vous dit vous droitisez, donc c'est pas bien. Lorsque vous dites on va lutter contre la pauvreté, vous dites maintenant vous êtes devenu vous êtes gauchisé, donc on ne fait rien, alors même que l'on sait, à droite comme à gauche, on a laissé certains quartiers, on a regroupé les pauvres. Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on vous accuse pas de racisme? On a laissé s'entasser des gens qui parfois venaient de l'étranger, qui en plus, pour tous, d'une manière générale, n'avaient pas d'emploi. On a subventionné les associations dont on savait très bien qu'elles ne faisaient que donner un salaire au président de l'association et c'est tout. On a laissé faire toutes ces choses-là. Et moi, je l'ai vécu à l'intérieur même de Paris. J'ai eu l'occasion de dénoncer un certain nombre de pratiques. On m'a dit: t'as rien compris, vouloir ramener des entreprises et du travail, t'es un grand capitaliste, un grand financier devant l'éternel. Voilà ce que l'on m'a répondu il y a encore quelques années. Alors que je disais, il faut ramener de l'emploi, il faut ramener de la vie, il faut ramener de l'activité. Et vous avez raison de dire qu'il y a des parents qui n'en peuvent plus, mais malheureusement, il faut aussi dire qu'on a déstructuré la famille. Oui. Quand vous dites famille, on vous dit: ah ben t'es de droite, t'es un conservateur. Mais oui, mais je vais vous dire, c'est bien le problème, c'est qu'on a dit qu'on n'a plus besoin de famille, là où au contraire, on a besoin d'une famille, qu'elle soit recomposée, qu'elle soit comme vous voulez. On a besoin d'un socle qui puisse garantir à un ado qu'il a des repères. Mais juste quand le Premier ministre dit un rétablissement de l'ordre partout dans la rue, les classes et les familles, des mesures extrêmement fortes en vue d'un sursaut de la société. Il peut pas dire autre chose. Un Premier ministre, chef du gouvernement, je veux dire, alors qu'on voit qu'il y a, qu'on le veuille ou non, une multiplication de faits de violence entre jeunes, là, en quelques jours, en une séquence de 10 jours, on a une espèce de loi des séries qui est en train de se développer. Il peut pas tenir un autre discours, d'autant plus qu'il a une grande partie de l'opinion publique qui est en demande de fermeté et d'autorité et de sécurité. Donc là-dessus, je veux dire, on ne peut que être d'accord avec les propos du Premier ministre. Mais à mon avis, on pleure un peu sur le lait renversé quand même, parce que vous l'avez dit, moi ce que je crois, la pauvreté n'excuse pas tout. Non, j'ai pas dit cela. La pauvreté n'excuse pas tout, et vous avez des gens qui sont dans des situations sociales difficiles et qui élèvent tout à fait correctement leurs enfants et qui ne posent pas de problème à la société. Multifacteur, hein. Mais moi, je pense quand même, il y a plusieurs choses. Je partage ce que vous dites sur la question de l'adulte. Vous savez, il y a un très beau roman
d'un prix Nobel de littérature, je crois que c'était dans les années 80, William Golding, je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est Sa Majesté des mouches. Il explique que c'est des enfants qui échouent sur une île déserte et qui finalement vont se retrouver dans des luttes tribales entre eux et qui vont avoir, si vous voulez, des comportements d'une extrême violence et d'une extrême barbarie. Bon, aujourd'hui, on est un peu dans cette situation, sauf que les enfants qui sont sur l'île, il n'y a pas d'organisation politique, il n'y a pas d'État et il n'y a pas d'adultes. Ouais. Or, nous, le problème, c'est qu'on n'est pas sur une île, on est censé avoir une organisation politique et on est censé avoir des adultes. Voilà. Donc ça, c'est une petite différence avec le roman de William Golding. Moi, je pense qu'on paye aussi, qu'on le veuille ou non, malgré tout, l'extrême communautarisation de la société française. C'est une réalité. Il suffit de se promener et d'ouvrir les yeux pour voir que on ne vit plus tout à fait dans la même France que la France des années 60 et même la France du début des années 70. Donc là, il y a eu vraisemblablement, du point de vue de l'ensemble des gouvernements, de l'ensemble des majorités qui se sont succédées dans ce pays depuis 40 ans, un discours qui a été, et une pratique politique qui a été insuffisamment ferme, rappelons les fondamentaux de la République, et que, évidemment, face à ce problème, aujourd'hui, ce n'est pas en quelques semaines qu'on va permettre de, de stopper la varie. C'est totalement impossible. Pour le coup, encore une fois. Mais il ne peut pas le faire autrement. Je ne supporte plus le vivre ensemble. Ça veut rien dire. Donc on arrête avec ça. C'est pas le vivre ensemble. D'ailleurs, c'était le désir de vivre ensemble. Oui, Renan, il dit pas vivre ensemble. C'était différent. C'est le désir de vivre ensemble. Vous l'avez dit, il y a eu 40 ans de lâcheté. La gauche s'est appuyée sur les classes populaires en disant « Votez pour moi, sinon vous aurez le Front National ». Et la droite a dit « Moi, je vais assurer la sécurité ». Je suis désolé, mais quand je fais le point, sous l'ère de Nicolas Sarkozy, 10 000 policiers de moins. On n'a pas ouvert plus de prisons. On n'a pas mis plus de justice. Aujourd'hui, on part avec une feuille qui est très abîmée. Ce n'est pas simplement avec les policiers et les prisons qu'on réussira. C'est un triptyque. Éducation, il faut mettre le paquet. Et quand les parents ne peuvent pas, ne veulent pas ou n'ont pas les moyens d'éduquer les gamins, la société doit le faire. Prévention. Alors vous faites quoi? Vous les mettez où? Mais Valérie, je vous invite, moi, dans des centres fermés. J'ai fait des cours d'arts martiaux dans les prisons. Mais il y en a Valérie, on n'y arrivera plus alors. Il y a une partie de jeunesse qui est dans l'ensauvagement. Bien sûr. Je vous le répète, j'ai visité les villes de France, les quartiers les plus difficiles. Le gamin à 12 ans, il vous dit « Moi, j'ai pas d'espérance de vie, je veux gagner de l'argent et ça me dérange pas de mettre un coup de lame à un autre jeune. » Bon, celui-là, on le pend, on le met en prison comme certains. Celui-là, à un moment donné, il y a deux modes de fonctionnement. D'abord, dans les quartiers, je pense à la Paillade, je peux dire qu'il y a des éducateurs sportifs qui font le job. Ou c'est rugby, ou c'est arts martiaux. Et quand vous avez les petits lâches qui étaient à 20 autour de Samara, qui l'a laté ou qui regardait, ceux-là, ils mériteraient de passer 3 mois dans un camp où on leur apprendrait la tête que c'est que la violence. Vous êtes gentil, les centres fermés, il y en a combien? Les personnels éducatifs, ils sont où? Qui va faire ça? Valérie, c'est pas que comme ça que vous rééduquez des jeunes. Écoutez, les mineurs en prison, ils rentrent avec un CAP de criminologie, ils sortent avec un doctorat aussi. Alors peut-être Régis, toujours de dire on va taper fort. Il y a l'éducation, et il faut qu'on le fasse. Mais qui doit éduquer? Les parents doivent éduquer. Et s'il n'y a pas de parents qui éduquent, si la femme est seule, qu'elle commence à 6h du matin jusqu'à midi, femme de ménage. Non, ils naissent pas de nulle part, ces enfants. Ils naissent de parents quand même. Peut-être Régis. Oui, je voudrais dire une chose. Moi, je suis très pessimiste. Je pense que nous sommes une civilisation en déclin et que tous ces problèmes que vous venez de présenter, on n'a aucune solution. Alors, je ne vais pas dire il y a qu'à faut que. Je comprends très bien que Patrick soit dans le positif en prenant l'action. Mais on est parti de ce qu'a dit le Premier ministre. Et là, on est dans le simulacre. On est dans le simulacre, on est là, on regarde la catastrophe, on regarde notre maladie et on fait semblant. Parce que quand Gabriel Attal dit on va être très ferme, etc. Moi, je me rappelle que quand il a été une dizaine de minutes, il a été ministre de l'Éducation nationale, il avait dit halte au harcèlement. Il avait stigmatisé la lettre de cette rectrice d'académie qui avait poussé un malheureux à Versailles au suicide. Tout va bien, il s'est rien passé depuis, aucune procédure contre cette personne, aucune espèce de conséquence, c'est-à-dire que effectivement, on fait des discours, mais ça continue comme auparavant. Et la discussion qu'on a sur cet ensauvagement, rappelez-vous,
Chevènement. Ouais. Eh oui, au début des années 2000, parlant des sauvageons. Qu'est-ce qu'il avait pris, mon Dieu? Qu'est-ce qu'il avait pris? Et je rappelle quand même que le policier qui a tué le jeune Naël, parce que ça c'est incontestable, dans des circonstances particulières, il est resté quasiment 9 mois en détention. C'est-à-dire qu'on a pris une décision, aucune des conditions juridiques et judiciaires n'était réunie. C'est pour des questions d'ordre public et pour complaire à une partie de cette opinion publique, qui trouve parfaitement normal toutes les dérives, les rodéos urbains, etc. Dès que des policiers interviennent, on les stigmatise. Donc, je veux dire... Juste un mot. Vous voyez, puisqu'on est avec le député de Montpellier, de l'Hérault, il y a un an, je le redis encore, lorsque le préfet Hugues Moutou, qui était dans l'Hérault, avait dit des gamins de 13 ans, à 2h du matin, dans des manifestations, en tout cas dans des violences urbaines, c'est 2 claques et au lit. Il avait employé 2 claques et au lit. En fait, ce qu'il voulait dire... C'est réprimé pénalement aujourd'hui. Attends. Mais oui, mais justement... Arnaud, ce qu'il voulait dire, c'est qu'en réalité, les parents doivent s'occuper de leurs enfants. Un gamin de 13 ans qui est dans la rue à 1h du matin, ça n'est pas l'ordre éducatif normal. Mais je vais vous dire... Mais je vais vous dire, que n'avait-il pas dit? Il lui est tombé dessus. Tous les bien-pensants, les associations l'ont traité de tous les noms, alors que j'ai presque envie de leur dire. Mais ils sont minoritaires. Mais j'ai presque envie de leur dire, je m'arrête là-dessus, mais je préfère à la limite, je dis bien, je n'aurais pas employé, c'était caricatural, je suis d'accord, mais je préfère à la limite 2 claques que le gamin qui se prend une balle en pleine tête parce qu'il est dans des manifestations. Non, c'est pas autre chose, c'est que il mettait le doigt. Moi, je n'ai pas vu les gens dire, les parents doivent s'occuper de leurs enfants. Petite pause, oui, mais une fois qu'on a dit ça... Non, Valérie, mais moi je ne peux pas... On supprime les allocs, on fait des préemptions sur salaire, on y revient dans un instant. Oui. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous jusqu'à midi. Évidemment, on n'aura pas le temps de traiter tous nos sujets, mais vous vouliez peut-être rajouter... moi, j'aurais bien aimé qu'on parle quand même des fonctionnaires avec Stanislas Guérini qui souhaite lever le tabou du licenciement. Évidemment, les syndicats ont réagi et il y a un préavis qui vient d'être déposé par la CGT. La CGT a annoncé ce mercredi que des préavis de grève dans la fonction publique avaient été déposés pour la période des Jeux Olympiques de Paris et Paralympiques. Voilà, donc moi je ne porterai pas de jugement sur le propos du ministre qui a le droit de s'exprimer, évidemment. C'est sur l'opportunité. Oui, c'est le timing. Le timing. C'est-à-dire que alors qu'il y a un débat aujourd'hui sur la façon dont nous allons essayer de résoudre le problème de la dépense publique, alors qu'il y a une élection européenne qui s'annonce quand même assez difficile pour la majorité, agiter l'épouvantail de la fonction publique et des fonctionnaires, ça me paraît pas, en effet, j'allais dire, très opportun dans le moment. Ensuite, après, sur le fond, vous savez, on peut être viré de la fonction publique quand même. Il faut en faire beaucoup. Il faut vraiment avoir tué. Je suis d'accord avec vous. Il faut avoir tué Père et Mère. Il faut avoir tué Père et Mère. Vous avez entendu ce qu'il vous a entendu ? 2022, c'était moins d'une vingtaine sur 2 millions de fonctionnaires. Non, mais après, c'est sur quelle base ? C'est-à-dire que c'est sur la base de l'insuffisance professionnelle ? Bon, à la limite, pourquoi pas ? Ça, c'est une base. En fait, mais le problème, c'est que là, si vous voulez, on a l'impression. Non, mais si vous voulez, il pose cette question au moment, encore une fois, où l'État doit faire face, à son problème de déficit et de dette. Donc, je pense qu'en l'occurrence, c'est plutôt très malvenu dans le moment que nous traversons. Voilà. C'est un ministre courageux, je dirais. Oui, mais alors, attendez, un ministre doit faire un peu de politique. Un ministre doit faire un peu de politique. Je ne sais pas si c'est le moment d'engager ce chantier, parce qu'évidemment, c'est un sujet sensible. Pourquoi ? Parce que la règle en France, globalement, on a bien dit juridiquement, on peut renvoyer un fonctionnaire, mais c'est tellement compliqué que ça se compte sur les doigts d'une main. En réalité, ça a toujours été à contrepartie, c'est de dire que on accepte d'être fonctionnaire parce qu'en contrepartie, on avait, entre guillemets,
l'emploi à vie, la garantie de l'emploi à vie, avec une certaine stabilité. Absolument. J'ajoute et moins rémunéré. Hein. J'ajoute une chose, et c'est là où je vais revenir là-dessus, c'est que oui, qu'on demande aux gens de rendre des comptes. Et on peut imaginer qu'on dise aux fonctionnaires rendez des comptes. Sauf que ça va toucher qui en réalité ? En réalité, j'imagine que c'est pour ça que la CGT est aussi virulente là-dessus. C'est que ça, le risque, c'est qu'on se dise que ce sont beaucoup de petits fonctionnaires qui vont être les plus déstabilisés par une telle mesure, parce que le type qui est hyper diplômé, l'inspecteur des finances, n'aura pas de problème à retrouver du boulot dans le secteur privé. En général, s'il est inspecteur des finances, non. On est d'accord. Régis, qu'est-ce que vous pensez ? C'est une caricature. Alors c'est une annonce un peu en même temps, parce qu'il veut lever le tabou, mais en même temps il dit que non, c'est pas exactement ce qu'il a dit, mais que il veut faire évoluer, le statut des fonctionnaires. Et évidemment la CGT dit, je pense que Monsieur Guérini nous déclare la guerre. S'il remet en question le principe et la sécurité de l'emploi, il met à mort le statut. Nous on va voir la riposte, etc., etc. Le statut de la fonction publique. Bien sûr. Alors première observation concernant la réaction de la CGT, je comprends très bien. Il n'y a plus que dans la fonction publique qu'elle a des troupes. Bon, et ça c'est une première observation. La deuxième, c'est que le statut général de la fonction publique date de 1983 et c'était une autre France. 45. Non, mais celui de la fonction publique territoriale qui est pléthorique, etc. C'est 83, c'est la loi Nicet-Le-Pors. Et donc effectivement, mais avec des modifications importantes pour la fonction publique d'État. Mais le problème, c'est que c'était pas la même France du tout. Et donc aujourd'hui, il y a un vrai problème je vais utiliser un horrible terme de management. On ne manage pas la sphère publique comme une entreprise. C'est tout à fait indiscutable. Je vais donner deux petites informations. C'est que faire travailler les fonctionnaires, c'est ça qui est peut-être le plus difficile. Le harcèlement moral. 80% des affaires examinées par les tribunaux sont des affaires qui concernent la fonction publique territoriale. C'est une statistique qui est absolument imparable. Non seulement on peut pas vous mettre dehors, mais en plus on ne peut pas vous faire travailler. Je pèse mes mots, et parce que non, mais on a une situation au point que la presse juridique de la CGT avait poussé des cris de victoire lorsque la Cour de cassation a considéré qu'on pouvait pénalement établir l'infraction de harcèlement avec une seule occurrence. Harcèlement, on se dit, il l'embête tous les jours, etc. Alors qu'il fallait effectivement de la réitération. Une seule. La réitération, bien sûr. Non. La Cour de cassation nous a dit une seule. Donc, aujourd'hui, le problème est mal abordé par Stanislas Guérini au plus mauvais moment, mais c'est clair que c'est une vraie question. Tout à fait. Oui. Et ça, je pense que les Français, je pense pas que la mesure soit impopulaire. Chez les fonctionnaires, ça c'est normal, mais je pense pas que chez les Français en général, ce soit impopulaire. Oui. Déjà, moi, je suis d'accord avec vous. On n'ouvre pas tous les chantiers à 2 mois des élections européennes, mais vous savez, le vrai débat depuis le Covid, la société a changé. Moi, je suis d'une génération, il fallait que j'ai un CDI pour fonder une famille. J'étais sur 2 jambes, le travail, le CDI, la famille. Depuis le Covid, on est sur un triptyque. Vie personnelle, vie familiale et vie professionnelle. J'ai un exemple. 5400 médecins généralistes ont rendu la blouse. Vous savez que moi, mes assistants parlementaires, aujourd'hui, et ils ont peut-être raison, le vendredi à 17h et le week-end, on ne les dérange pas. On a une nouvelle relation au travail, qu'on veuille ou pas, chers amis. Nouvelle génération aussi. C'est comme ça, voilà. Générationnel. Je le vois sur tous les statuts. C'est générationnel. En ce qui concerne les fonctionnaires, moi j'ai été très longtemps adjoint au maire et j'avais sous ma responsabilité plus de 1200 fonctionnaires. Je trouve que c'est un peu dur quand on jette l'opprobre sur l'ensemble des fonctionnaires. Je pense que c'est une erreur. Cela dit, c'est vrai que la société a du mal, et le terme de Régis a raison, du management. Le management, c'est de créer des conditions avec des collaborateurs. Et c'est vrai, quand vous rentrez dans la fonction publique, que vous travaillez ou pas, à l'arrivée, vous attendez 10 ans pour avoir un autre statut. Donc, qu'on revoie la formation, qu'on revoie cette idée d'organisation de la fonction publique, ça me paraît important. Mais je
pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est quelle sera la relation au travail. Le télétravail a tout changé. Les visios, je fais des visios des fois avec vous, sans prendre le temps de venir à Paris. Et d'où la classe politique, on devrait inventer cette nouvelle société, alors qu'aujourd'hui, peut-être qu'on la clive. Oui, juste effectivement, rappeler ce chiffre, 3 millions d'agents de l'État, 13 licenciements. Quelle entreprise aujourd'hui peut se prévaloir entre guillemets de ce chiffre, tout en rappelant que les textes le permettent. Moi, je pense que la réflexion aussi, et vous faites bien de dire que la réflexion, c'est celle du rapport au travail dans notre société. Peut-être que c'est par là qu'il faudrait commencer, parce que et effectivement, quand on dit les fonctionnaires, parce qu'il y a aussi des gens qui font un excellent travail. Nous avons, j'ai envie de dire, avec ces erreurs, avec ces errements, mais je voyage un peu, je vois que nous avons un service public, nous avons l'un des moins mauvais, l'un des meilleurs, je ne sais pas, mais en tout cas, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Donc, partons de cela et regardons ce qu'on peut effectivement améliorer. Il est en voie de déclassement quand même. C'est la qualité de vie au travail. Merci à vous. On se retrouve demain. Très bonne journée. Tout de suite, André Berkoff. Non, mais vous avez... Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.